déjà à vous de vous être connectés. Ce webinaire va se dérouler avec, on va être 3 intervenants. Je vais commencer par moi, Arnaud Husneau. Je suis chargé de développement de ce programme Copro de pluie et je travaille à l'ALEC Métropole Marseillaise. Rose. Donc, je me présente, oui. Et moi, Rosita Amat, je suis chargée de mission en copropriété à l'Agence locale de l'énergie du climat Métropole Marseillaise avec Arnaud. Et on a également la la métropole. métropole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Martin, chef de projet au service GEMAPI de la métropole. Et donc, je travaille principalement à la mise en œuvre de la stratégie métropolitaine en matière de désimperméabilisation. On va un peu en parler. Et donc, là, juste un petit rappel du déroulé. On va essayer de faire une introduction là en 2-5 minutes et faire donc le cœur du sujet. Va se dérouler plutôt en 3 parties. Donc, c'est parler des enjeux de la végétalisation, la désimperméabilisation. Et ensuite, vous présenter donc le programme Copro de pluie pour introduire donc ce programme, et on fera quelques points de focus sur les méthodologies de suivi et sur les aides financières. Et un temps d'échange. Vous pouvez poser des questions sur le chat on va regarder au fur et à mesure. Et à la fin, si jamais ça n'a pas été traité au fil du webinaire, on en reparlera à la fin. Donc, nous, pour une brève introduction de l'ALEC, parce qu'a priori, la plupart des gens nous connaissent, on fait une mission de service public sur la rénovation énergétique. Et donc, on a un rôle de tiers de confiance. On accompagne, on facilite, on incite à la rénovation énergétique. Et donc, on est présent sur le territoire du sud de la métropole depuis une dizaine d'années. On a accompagné jusqu'à en 2022 23 000 logements. C'était également 405 copropriétés où on a pris ce rôle de créer une dynamique territoriale, c'est-à-dire faire le lien avec des réseaux de professionnels, faire le lien avec des aides financières portées par des institutions et potentiellement les demandes des copropriétés ou des gestionnaires de syndics. Et là, l'idée, c'était pas de tout réinventer, c'était tout simplement de calquer ce dispositif de l'accompagnement à la rénovation énergétique, le calquer à la question de la désimperméabilisation, la désartificialisation des sols, la végétalisation des sols et la gestion de l'eau de pluie, donc aussi les questions de récupération d'eau de pluie. Voilà, donc ça c'était une brève introduction. On peut débuter tout de suite par les enjeux de la végétalisation sur le territoire. Et pour être un tout petit peu... Ah pardon. Enchaîner. Les enjeux de la végétalisation portent sur la lutte contre la saturation des réseaux et la pollution par ruissellement, bien sûr. On va aussi traiter le sujet de réduire les îlots de chaleur urbaine pour favoriser les lots de fraîcheur et bien sûr favoriser la biodiversité et aussi encourager la recherche de nappes phréatiques. Créer, bien sûr, une fois qu'on a traité ce sujet-là d'un espace végétalisé, créer du lien social qui va aussi améliorer la valeur patrimoniale en maîtrisant les charges. Donc, pour être un tout petit peu interactif, parce qu'il est 18h, on va tenter un petit format sondage. Là, c'est en 30 secondes à chaque fois. Donc, on va lancer un sondage. Voilà. Vous allez recevoir une question. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais vous avez une question normalement qui s'affiche et vous pouvez cliquer sur une des solutions. Et Rosita, tu peux... Oui, je peux introduire la question. Donc là, sur ce quiz-là, c'est vous poser la question sur, selon vous, jusqu'à quelle quantité la pluie est-elle absorbable par les sols désimperméabilisés, bien sûr, en mètres de 4 heures, d'après vous. Donc, on a un ordre de grandeur qui vous est indiqué. 1 mm de pluie est égal à 1000 m3 par kilomètre carré et l'équivalent d'une piscine olympique de 2500 m3. D'accord? Vous avez le choix de la réponse à 2 mm, 2000 mm et 10 mm.
Donc là, on attend un petit peu que tout le monde se sont penchés sur l'ordinateur pour répondre. Voilà, donc là, ça progresse. On a une quinzaine de réponses. Oh, il n'y a plus que 3 personnes qui n'ont pas répondu. Mais donc, la réponse, on est sur. Donc, mettre fin au sondage. Allez, on met fin au sondage. Donc, la réponse, c'est. On va revenir ici. C'était 10 mm de pluie. Et je Oui, te laisse. ouais, d'après l'Observatoire de Météo France, en fait, les pluies les plus courantes, elles sont inférieures à 10 millimètres d'eau de pluie cumulée en 24 heures. Et c'est les 80% des pluies qui sont tombées sur 70 ans, en fait, sur l'Observatoire, d'après l'Observatoire de Météo France. Donc voilà, apparemment, vous avez pratiquement répondu à cette réponse-là. Oui, voilà, la grande Avec la 70%, majorité, ouais. vous étiez dans le bon. Et c'est donc, voilà, donc là, c'est de dire que, en fait, finalement, 80% de ces pluies Sont inférieures. et sont en fait, c'est des enregistrements sur 70 ans. Et ça représente à peu près, il y a eu 7000, on est autour de 6 à 7000 pluies qui ont été enregistrées. Et c'est pour donner un ordre de grandeur par rapport à ce qu'on voit un peu dans l'actualité, où maintenant on est sur des phénomènes très intenses. Mais la tendance globale, c'est quand même qu'on est plutôt sur des plus petites pluies dans les 60 dernières dizaines d'années. Et ces éléments-là peuvent donner justement, on va donner justement la parole à Céline pour qu'elle puisse nous donner cette information sur les espaces, l'étude qui a été réalisée dans le cadre de GEMAPI. Donc, elle va nous apporter des éléments complémentaires sur les espaces, le potentiel à désimperméabiliser sur le secteur géographique de Marseille. Oui, merci. Alors, rebonjour à tous. Donc, effectivement, le service GEMAPI de la métropole est donc porteur de la fabrique de la ville perméable au sein du territoire métropolitain. Et cette démarche de la fabrique de la ville perméable, l'idée, c'est l'ambition de la métropole, effectivement, c'est de rendre les villes métropolitaines les plus perméables possibles en redonnant de la visibilité au cheminement de l'eau et vraiment en gérant les eaux pluviales à la source par infiltration. Donc, cette fabrique de la ville perméable, elle s'est vraiment enclenchée pour nous au service GEMAPI avec la réalisation de cette étude, le diagnostic du potentiel de désimperméabilisation. Tu peux passer. Oui. Voilà. Donc, juste très rapidement, l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer et de cartographier les zones qui étaient donc susceptibles d'être désimperméabilisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et à partir de cet état des lieux diagnostique, l'idée, c'était donc de proposer une feuille de route pour mettre en œuvre sur le territoire métropolitain des dispositifs de désimperméabilisation pour les prochaines années. Donc, juste la zone d'étude qui a été prise en compte, donc ce n'est pas les 3000 km² du territoire métropolitain, mais c'est vraiment l'aire urbanisée qui correspond à peu près à 600 km², donc à peu près 20% du territoire métropolitain. Alors, ouais, tu peux passer. Donc, juste très rapidement. Excusez-moi. Oui. Ouais, non, j'ai une question là, parce que le mot métropole, pour moi, il est un peu compliqué. Moi, je suis dans une copropriété en Guadeloupe. Donc, je veux savoir, quand vous parlez de métropole, vous parlez de la métropole autour de Marseille? Aix-Marseille-Provence, oui. Merci. Voilà, non, parce que ce sera plus facile. Parce que... Vous avez raison. Donc, du coup, très rapidement, comment a été évalué le potentiel de désimperméabilisation? Donc, en fait, la méthodologie, c'est en fait, on est venu croiser deux paramètres, les enjeux et les contraintes. Donc, les enjeux, c'est ce qui vous a été présenté rapidement tout à l'heure, c'est quelle motivation, quels sont les bénéfices à faire de la désimperméabilisation. Donc, c'est ce que vous voyez là à gauche de la diapositive. Et globalement, il y a eu 7 enjeux qui ont été retenus et qui vous ont été pour la plupart présentés tout à l'heure. Donc, la réduction des surverses vers le réseau unitaire. Et ça, c'est typiquement au niveau de Marseille, où le réseau pluvial et le réseau d'assainissement, ils sont confondus.
L'idée, c'est aussi en gérant effectivement les eaux de pluie à la source, eh bien, on vient réduire les désordres hydrauliques si on est dans un secteur où voilà, il est connu que le réseau est sous-dimensionné ou ça vient un peu déborder. Limiter les rejets, c'est aussi préserver les milieux récepteurs, superficiels, pardon. On vient également améliorer la qualité des eaux de baignade, préserver la ressource en eau souterraine, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et puis on vient également préserver les zones humides et lutter contre les îlots de chaleur urbaine. Donc ça, c'est les 7 enjeux de désimperméabilisation qui ont été retenus dans l'étude. Et puis ensuite, on est venu croiser ça avec les contraintes. Donc les contraintes, c'est quoi? C'est est-ce que le secteur, il est propice à l'infiltration des eaux? Donc, par exemple, est-ce que le sous-sol, il a une géologie qui permet à ce que l'eau s'infiltre? Est-ce que la pente est pas trop élevée? Est-ce qu'il existe des risques qui sont liés au sous-sol? Donc, est-ce qu'on est sur un aléa retrait-gonflement des argiles? Est-ce que le secteur, il est connu pour il est sujet à des débordements par remontée de nappe? Est-ce qu'il y a un aléa mouvement de terrain? Donc tout ça, en fait, donc ça, c'est l'image que vous avez au milieu. Donc tout ça, en fait, voilà, il y a eu plein de critères qui ont été étudiés justement pour regarder si le secteur était vraiment propice à l'infiltration des eaux pluviales. Et puis, il y a le niveau des contraintes, il y a aussi la complexité technique. Est-ce qu'il est difficile de mettre en œuvre des techniques de désimperméabilisation? Donc, par exemple, peut-être ça sera plus parlant, par exemple, sur une voirie, bah, on comprend bien qu'une voirie, plus elle va être large, plus elle va être, moins elle va être raide, bah, elle va être plus propice effectivement à infiltrer. Elle est plus large, donc il y a plus de surface, donc le volume qu'on peut infiltrer est plus grand. Donc voilà les éléments qu'on a regardés. Et donc on a obtenu une note en jeu, une note infiltration, une note complexité technique. Tu peux passer s'il te plaît. Et voilà, donc une note pour chaque. Et cette note, tu peux aussi passer, on a obtenu un score du potentiel. Donc plus ce score il est élevé, plus il est favorable, plus il est facile, entre guillemets, de faire de la désimperméabilisation. Donc là, il y a 4 classes qu'on a retenues. Donc, c'est ce que vous voyez là en bleu, rose, jaune et rouge. Donc, une première classe où la désimperméabilisation est nécessaire. Donc là, globalement, il y a des enjeux très forts et il n'y a pas beaucoup de contraintes. La désimperméabilisation fortement souhaitée. Donc là, ça peut être la combinaison de plusieurs choses. Et puis, donc, le potentiel de désimperméabilisation à confirmer et puis limité. Et à l'image que vous voyez à gauche, donc globalement, c'est le résultat sur l'ensemble du territoire métropolitain, en tout cas l'aire urbanisée qui a été étudiée. Et donc, globalement, là, à première vue, ce que vous voyez, globalement, il y a beaucoup de bleu et beaucoup de rose. Donc, globalement, c'est les deux premières classes qui sont en fait, qui mettent en avant en fait que la désimperméabilisation, elle est plutôt entre guillemets facile à faire et donc il faut y aller. Alors, quelques chiffres. Oui, c'est possible d'intervenir? Oui, bien sûr. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis sur Aix-en-Provence et la carte que vous avez, elle peut être zoomée pour voir l'emplacement de ma copropriété, voir si on est dans une zone rouge, bleue. Oui. Alors, cette carte, elle est consultable aujourd'hui c'est comme un lien Internet avec un identifiant, un mot de passe. Donc, effectivement, aujourd'hui, si ça fait bien partie de la zone urbanisée, mais j'imagine que oui, effectivement, vous pouvez regarder pour voir, effectivement, ça donne une première idée en tout cas, pour se dire, est-ce que le potentiel, il est plutôt au vert ou au rouge, quoi. Voilà. Bon, en l'occurrence, vert, bleu, rose. Et le lien, on le Le lien, trouvera... je pourrais le faire passer à pourra l'ALEC. l'ajouter. Voilà, on l'ajoutera au support. Je l'ajouterai, ouais. D'accord. Donc là, l'idée, Merci. c'est... je vous en prie. Donc là, l'idée, c'est vraiment quelques résultats à l'échelle du territoire métropolitain. Donc, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Globalement, à peu près 300 km²
de superficie susceptible d'être désimperméabilisée. Sur ces 310 km², globalement, comment ça se répartit entre les 4 couleurs? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plus de 80% qui est vraiment dans le bleu et dans le rose. Donc, on a 250 km² de superficie qui est concernée par une désimperméabilisation nécessaire à fortement souhaiter. Et quand on classe les communes, quand on fait un peu le top 10 des communes en faisant la superficie de ces deux classes de potentiel, et ben en fait, on voit que Marseille et Aix-en-Provence en fait sont vraiment sur le podium. Alors effectivement, c'est les deux villes qui ont l'aire urbanisée la plus grande, mais en tout cas, Marseille apparaît bien comme une ville prioritaire où il est intéressant de faire de la désimperméabilisation. Vous voyez, un peu moins de 6000 hectares de surface qui est potentiellement désimperméabilisable. Et donc justement, si on se focalise un petit peu sur Marseille, tu peux... Voilà. Donc ça répond aussi à la question du monsieur là. Clairement, voilà, si on zoome un peu plus, effectivement, vous pouvez un peu repérer où est votre copropriété et voir un peu ce qu'il en est. Donc si on regarde sur Marseille, donc globalement là, tout ce qui est coloré, hein, que ce soit du bleu, du rose, du jaune ou du rouge, globalement, ça représente 6830 hectares susceptibles d'être désimperméabilisés. Et si on regarde la répartition, hein, c'est un petit peu le diagramme que vous voyez là en bas à droite, c'est 6830 hectares. Et ben on le voit bien, il y a quasiment 90% qui est vraiment sur les deux premières classes. Quand on regarde un peu comment se répartit aussi cette superficie qui est désimperméabilisable, si je puis dire, en fonction de l'occupation du sol, on voit en fait que ces 5900 hectares là, ils se répartissent donc entre des espaces bâtis, de la voirie et des parkings et des places. Et on voit bien que les espaces bâtis, en fait, c'est un peu moins de 70% de cette superficie qui est désimperméabilisable. Et dans ces espaces bâtis, il y a l'habitat. L'habitat qui représente 50% des espaces bâtis. Donc tout ça pour vous dire que l'étude du potentiel, elle montre que Marseille est quand même la ville prioritaire où on peut faire de la désimperméabilisation, que globalement, il y a un enjeu sur les espaces bâtis et l'habitat. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est au niveau des enjeux. Je vous disais tout à l'heure que cette carte, c'est le résultat enjeux, croisement, contraintes. Si on regarde les enjeux sur Marseille, on retrouve donc là, les enjeux, pareil, ils ont été classés, hein, des enjeux très forts, moyens, limités. Donc, plus on va dans le rouge et dans le violet, plus il y a d'enjeux à faire de la désimperméabilisation. Et effectivement, quand on regarde là, à l'échelle de l'aire urbanisée métropolitaine, il y a vraiment des enjeux très forts à faire de la désimper. Et notamment, on viendra agir sur la réduction des désordres hydrauliques, on viendra agir sur la préservation des milieux récepteurs superficiels, lutte contre les îlots de chaleur et la réduction des surverses unitaires. Donc ça, c'est les 4 principaux enjeux qui ressortent dans l'étude au niveau de Marseille. Donc l'idée, aujourd'hui, le dispositif copro de pluie, en fait, il est complètement dans il s'inscrit vraiment dans la dynamique qui est engagée effectivement sur le territoire. On voit bien que la ville de Marseille, il y a un grand potentiel. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand on regarde effectivement les surfaces qui sont désimperméabilisables, globalement, c'est 80% du foncier privé, 20% de l'espace public. Donc aujourd'hui, le service GEMAPI et puis d'autres porteurs de projets publics, effectivement, vont intervenir plutôt dans l'accompagnement de projets sur l'espace public, mais il y a un vrai enjeu aussi à intervenir sur l'espace privé. Et donc, du coup, c'est tout l'intérêt en fait de ce dispositif-là qui va vous être présenté. On est vraiment en cohérence avec le potentiel, tant sur les enjeux que sur les surfaces qui peuvent être désimperméabilisées. Et donc, toutes les démarches en fait sont hyper complémentaires sur le territoire. Voilà, je crois que j'ai fait Ouais. j'ai balayé l'ensemble des diapos.
Après, voilà, comme il y a eu des questions et Ah, on peut prendre ok. aussi, enfin, on pourra prendre aussi des questions, je veux dire, Oui, par la euh, suite. par la suite. Et donc, on avait. Oui, on vous met à disposition justement pour votre gouverne aussi deux sites, donc site de bureau de recherche géologique et minier qui vous apportent des informations, des tendances, des niveaux de nappe phréatique sur les excédents et déficits, et aussi sur un site qui permet de prendre connaissance de la nature et la composition des sols Voilà, sur le territoire au niveau national. Donc ça, c'est des sites aussi que vous allez pouvoir consulter et qui est intéressant et qui est en lien avec le projet et ce que vient de développer le service GEMAPI. voilà, on a ajouté ça puisqu'il y avait eu ces questions-là à Atelier. un précédent atelier. Alors, Donc là, on reprend un petit peu un petit quiz. À nouveau, on va vous passer un sondage, histoire de savoir si vous êtes encore là. voilà. Il y en a plus. Donc, pour lutter contre la pollution par ruissellement, bien sûr, là, on a constaté, d'après vous, selon vous, quel volume d'eau polluée a débordé dans le milieu naturel sur le bassin de Rhône-Méditerranée-Corse en 2018? Quel est le volume en mètres cubes selon vous? C'est 700 000 mètres cubes, 70 millions de mètres cubes, 70 milliards de mètres cubes? Alors, donc pour l'instant, on a. Et ben là, on a tout le monde qui a voté assez rapidement. On a eu des inscrits en plus. Il y a une... Et ben, on va passer directement à la réponse. Donc là, c'est un peu plus partagé. Ouais. On est sur. Non, on continue à voter encore un peu. On attend un petit peu, ouais. Au côté un peu interactif. Bon, on va mettre fin au sondage. Là, vous êtes la majorité à 46%. Vous avez trouvé donc la bonne réponse qui est de 70 millions de mètres cubes d'eau polluée rejetée dans le milieu naturel en 2018 sur ce bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Oui, soit l'équivalent, vous avez vu que c'est l'équivalent aussi de 28 000 piscines olympiques, puisqu'on on on avait l'ordre de grandeur d'équivalent d'une piscine qui fait 2500 mètres cubes. Donc, pour info aussi, pour faire un lien avec les projets menés avec le GEMAPI et autres, en 2020, ce volume a été divisé par 2, grâce à un travail mené sur 223 collectivités sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui ont été encouragées et surtout soutenues par l'Agence de l'eau et qui ont visé et traiter des sujets qu'on vient de parler, et surtout la déconnexion des eaux de pluie, des réseaux des eaux de pluie, et aussi ils ont requalifié les espaces publics par de la DSEPR, de la végétalisation. Vous avez dû sûrement entendre parler des cours d'école ou des espaces publics. Donc ce travail mené sur ces 223 collectivités ont permis en 2020 de constater qu'on a déjà diminué ce mètre cube déverse d'eau polluée. Donc, forcément, l'idée de notre programme qu'on va vous présenter sur la copro de pluie, c'est intéressant aussi de lier les espaces privés et l'espace public à traiter ce sujet. Donc, on va continuer aussi dans le quiz, juste pour justement traiter aussi les différents enjeux. L'autre enjeu aussi, c'est de pouvoir de traiter ce sujet-là, c'est aussi réduire les îlots de chaleur urbains. Donc, sur cette illustration, vous avez un enrobé, de couleur jaune et de couleur rouge, qui, d'après vous, quelle température on a enregistré en période d'été? Est-elle supérieure à 45 degrés, 33 degrés ou 27 degrés? Elle est. Voilà. Bon, c'est la dernière question. Voilà. Allez-y. Après, Vas-y. là, on passe Ah oui. les gens continuent à remplir. Bon, on reste juste quelques secondes encore.
voilà, c'est pour caractériser un peu la notion de îlot de chaleur. On va vous montrer quelques exemples de l'impact de ce phénomène. Donc, on est sur 85% des gens qui ont répondu que c'était supérieur donc à 45 degrés. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Oui, donc les deux. Là, c'est en théorie, et en fait, il y a différents. Maintenant, il y a un certain nombre de références que vous pouvez trouver aussi bien sur Internet que dans différentes études, où on arrive à caractériser l'impact des îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'au même moment de la journée, dans différents quartiers, on va observer des différences de température significatives. Donc, bon, voilà, là, vous avez des exemples où, dans un milieu arboré avec des pavés non jointés, on va être autour de 27 degrés, et au même moment, un peu plus dans un autre quartier de la même ville, on va être plutôt autour de 37 degrés. On a un second exemple à Marseille c'est une étude qui a été faite par la Gamme. Et donc là, c'était au même moment de la journée. On est sur deux lieux assez différents parce qu'on est au Jardin du Pharaon. Donc, c'est le Jardin du Pharaon, c'est exposé sur la mer. Et c'est un milieu plutôt ombragé, végétalisé. Et on parle de la place Castellane il y a quelques années, où là, au même moment de la journée, on a 15 degrés de différence. Et donc là, on a un peu tous les phénomènes qui étaient liés à un îlot de chaleur urbain où sur une place goudronnée avec de l'asphalte qui absorbe la chaleur de l'activité urbaine, on peut observer les différences de température très significativement. Et ensuite, on va passer à un autre enjeu. Voilà, l'enjeu aussi de favoriser la biodiversité et aussi de recharger les nappes phréatiques. En fait, si on s'appuie sur le groupe d'experts de l'évolution du climat, donc du GIEC, on constate encore les tendances des sols arides, et surtout sur la zone géographique de notre région PACA. Donc, forcément, il y a tout un vrai enjeu à partir sur différentes solutions, comme ils sont illustrés sur ces images. Donc, on peut peut-être en préciser une, par exemple. En bas d'immeuble, il y a souvent un parking. Le parking peut être justement traité différemment en proposant des panels de solutions pour déposer, enfin, je veux dire, pour mettre des pavés drainants ou alors des, des dalles alvéolées à enherber. Et justement, là, je pense que Céline pourra peut-être compléter sur ces sujets parce que ce qui a été exploré ou déjà expérimenté dans des parcelles publiques peut déjà être aussi aménagé en parcelle privée. Donc, je te passe la parole, Céline. Oui, effectivement, dans l'accompagnement là, aux porteurs de projet, il existe plusieurs solutions pour désimperméabiliser. L'idée, c'est de favoriser le plus possible, en tout cas privilégier vraiment les solutions qui sont fondées sur la nature. Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre le plus possible les espaces végétalisés. C'est les deux, par exemple, les photos que vous avez en bas, les 4 petites photos là à gauche, notamment là en bas. L'idée, c'est vraiment de créer le plus possible des espaces végétalisés et vraiment d'optimiser leur rôle justement pour qu'elles puissent stocker et infiltrer. Donc, les espaces verts, on les fait plutôt en dépression pour pouvoir stocker puis infiltrer. Et puis, sinon, effectivement, le parking avec, pareil, des structures alvéolaires, c'est ce que vous voyez aussi sur la petite photo en haut à gauche. Mais l'idée vraiment, c'est vraiment de privilégier ce type de solutions fondées sur la nature parce que, en fait, elles sont pas complexes, donc moins contraignantes que des revêtements, que d'autres dispositifs. Donc, c'est effectivement ce que nous, on essaye de mettre en avant. Et puis justement aussi compléter un parking peut être aussi conjugué avec un jardin de pluie, une noue. C'est ça. Justement, Oui. le parking peut aussi permettre de faire ruisseler Oui, tout à fait. l'eau de pluie dans
cette parcelle qui va être justement réaménagée. Et ça, c'est suivant aussi en fonction du souhait de la copropriété et de l'usage que vous voulez en faire. Donc ça fait un lien aussi à notre dernière slide des enjeux. Bien sûr, forcément, cet espace-là, ça va certainement améliorer le cadre de vie. Ça va aussi offrir la possibilité de tisser du lien suivant l'espace que vous allez améliorer. Vous pourrez aussi éventuellement faire de l'activité physique. Et bien sûr aussi, on en parle aussi, et ça valorise le patrimoine. Forcément, une copropriété qui est entretenue, qui a la possibilité d'avoir un espace extérieur aménagé, ça valorise le patrimoine. Voilà, après, pour apporter une petite nuance, la valorisation du patrimoine, en fait, bien sûr il n'existe pas d'indicateur pour dire qu'une copropriété avec un arbre va coûter 10 €, enfin, la valeur va être forcément se répercuter directement, mais en tout cas, au cours de l'accompagnement qui est proposé dans copropriété, dans copro de pluie, il y a l'idée de vous montrer, enfin de maîtriser les charges, donc prendre en compte les notions d'entretien que ça peut générer. C'est là où on dit de maîtriser les coûts. Il faut que ça fasse partie de la discussion, de la phase concertation, d'évaluer un peu toutes ces phases-là. C'est-à-dire qu'il y a la phase conception, il y a la phase réalisation et la phase exploitation ensuite et maintenance. Il faut que ça puisse faire partie du projet dès le début. Donc maintenant, on peut faire un petit, on va présenter, on est à peu près dans les temps, pour présenter le programme Copro de pluie. On peut vous montrer là, ici, donc le calendrier prévisionnel de ce programme, donc qui est expérimental sur ce territoire. On est dans ce programme, il se décline en 3 phases. La première, on est dans la phase lancement, c'est-à-dire que pour l'instant, on fait des ateliers de mobilisation. Il y en a un par mois. On alterne entre des ateliers qui vont être sous format webinaire et des formats présentiels pour essayer de toucher le maximum de personnes. Et ensuite, l'idée, c'est qu'en janvier-février, on arrive à une présélection de copropriété. Le programme, c'est pas une ambition nationale. Le but, c'est dans un premier temps, de communiquer de manière relativement large, mais ensuite, c'est d'accompagner, on pourrait presque dire seulement, mais on va dire seulement, c'est d'une dizaine à une quinzaine de copropriétés sur des projets ambitieux. Des projets ambitieux, c'est-à-dire que on souhaite pouvoir aider la copropriété à déposer des dossiers à l'agence de l'eau, ce qui nécessite quand même pas mal de procédures. Et donc, voilà, on souhaite accompagner jusque-là des copropriétés. Et donc, c'est pour ça qu'on ne prétend pas pouvoir accompagner toutes les copropriétés de manière complète, mais plutôt ce registre d'une dizaine à une quinzaine de copropriétés. Et à la fois, on va communiquer, comme à la fin de cet atelier, on va communiquer sur les différents dispositifs d'aide financière qui existent. Parce que le but, c'est qu'en fait, tout le monde, tous ceux qui s'y intéressent, puissent trouver des débuts de réponse et parfois plus à travers ce dispositif. Donc, on a donc la phase atelier de mobilisation qui est donc entre octobre et janvier. Le cœur du programme, ça va être à partir de janvier-février jusqu'à 2027, puisque vous savez que dans une copropriété, c'est une décision collective qui est validée lors d'une assemblée générale. Donc, il n'y a pas des assemblées générales toutes les semaines. Donc, parfois, il faut se plier au temps de vie d'une copropriété. Et donc, c'est pour ça que ça s'étale sur 2 à 3 ans. Et la dernière phase, c'est capitalisation, communication. Communiquer sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, et espérer qu'on garde plutôt les bonnes pratiques, et espérer qu'il y ait peut-être une diffusion ensuite. On peut peut-être faire cet aparté. Le fait que ce programme existe, ça a favorisé parfois des communications entre différentes institutions, et donc ça crée une émulation. Déjà, on peut le voir depuis quelques semaines, mois, enfin en tout cas depuis notre point de vue de l'association, on voit des échanges, et donc ce qui va permettre à terme
de faire des projets intéressants pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc, nous, le processus d'accompagnement, c'est celui qu'on retrouve dans la rénovation énergétique. Et Rosita, je peux te laisser. Oui, comme dit Arnaud, ce parcours d'accompagnement de rénovation, il est identique à ce que je mène depuis 10 ans. Donc là, l'idée, c'est dès lors qu'on a, à l'issue de ces 4 ateliers, on a sélectionné 10 à 15 copropriétés, on va justement faire la partie 1. L'étape 1, c'est définir le projet, asseoir, va surtout répondre aux idées reçues, aux attentes, aux inquiétudes, à travers une concertation et une participation des membres du conseil syndical, de tous les acteurs et des copropriétaires. Pour cela, on va se munir, on va être aussi, on va se constituer d'une équipe pluridisciplinaire qui, nous, les conseillers, donc Arnaud et moi-même, avec une expertise et aussi une autre personne qui sera dans le social aussi. Donc ça va permettre de travailler ensemble pour bâtir le projet, dessiner le projet, essayer de voir, on aura vraiment la connaissance du potentiel grâce à l'étude que nous a présentée Céline, mais qui dit potentiel ne dit pas faisabilité. La faisabilité, elle peut venir que lorsqu'on a vraiment identifié le besoin, l'usage qu'on veut en faire et la typologie du sol. Ensuite, Si je peux me permettre, c'est vrai que tu as raison de bien le mentionner. Effectivement, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, cette cartographie, c'est vraiment une première approche, c'est-à-dire qu'elle ne se substitue pas à une analyse détaillée du secteur d'études. Donc, tu fais très bien de le dire parce qu'effectivement, c'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un potentiel bleu ou rose que voilà, il y a vraiment des investigations complémentaires à faire pour bien valider la faisabilité. Voilà. Tout à fait. Merci. Donc, du coup, cette étape préparation va permettre de désigner, enfin, de faire partir le projet. Dans le cadre de notre accompagnement, dans ce que je disais, on va aller sur le volet conception. Là, on va faire intervenir, bien sûr, des professionnels qui, en parallèle, on va justement constituer une annuaire de professionnels dédiée à cette thématique, des concepteurs paysagistes, des bureaux d'études adaptés et aussi des pépiniéristes et autres. Et ensuite, la troisième partie, ce sera la partie réalisation, suivi des travaux et réception des travaux. Et même après, on pourra être aussi là pour vous accompagner dans l'usage une fois que tout sera réalisé. Donc ça, c'est le parcours intégrale. Nous, notre rôle, la valeur ajoutée de cette équipe pluridisciplinaire va vous permettre d'enclencher cette dynamique, vous mobiliser la copropriété, bien sûr. Donc tout ça, cette partie-là sera assurée par le rôle par nous-mêmes, mais on aura aussi la possibilité pour aller chercher les professionnels. Donc comme l'a bien souligné Arnaud, forcément une copropriété, pour désigner une professionnelle, il faut passer par une AG. Donc et pour désigner un professionnel, il faut vraiment aussi aller chercher minimum 2 à 3 professionnels pour pouvoir comparer. On pourra travailler avec vous sur le cahier des charges pour lancer cette consultation et en parallèle, comme nous aurons déjà constitué une annuaire de professionnels, on pourra vous diffuser une liste. Donc ça va être notre valeur ajoutée. Oui, là, je peux faire peut-être pour essayer de tenir dans ce temps de 1 heure. Oui. Je suis allé un peu vite aussi, mais en fait, dans ce programme, il y a le fait de structurer un réseau de professionnels, comme ce qui est fait sur l'accompagnement sur la rénovation énergétique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir vous transmettre des listes de professionnels, métier par métier, prestation par prestation, en vérifiant à chaque fois les qualifications des professionnels. On ne peut pas s'engager sur leurs résultats, mais on veut à minima, donc là on va à minima que ce professionnel puisse être référencé, signe une charte d'engagement en quelque sorte bonne conduite, parce qu'en fait on va communiquer aussi sur ces professionnels, donc en retour on essaie d'avoir une forme d'engagement de leur part.
Donc, on va rencontrer la Fédération française des paysagistes, les syndicats d'architectes, mais aussi les topomètres géographes et un certain nombre de métiers qui pourront intervenir dans vos copropriétés. Et donc, ça, voilà, ça, c'est quand même un certain temps. Ça nécessite un certain temps et ça nécessite aussi un certain nombre de réunions entre les différentes fédérations de professionnels. Et voilà, donc ça, c'est du temps masqué, mais le but, c'est que cet annuaire puisse servir à tout le monde ensuite. J'ai Et une donc, question. Oui. oui, J'ai une question, parce que là, du coup, à quel moment on a une idée de l'estimation du coût? Voilà, ça on y va arrive. venir petit à petit. D'accord. Bonne question. Voilà. Voilà. Donc là, on était dans comme on l'a dit, de cette étape 1, ce dispositif, il est sur 3 étapes. Donc, pour bien vraiment valider le programme, le projet, on va passer forcément par le volet conception. Le volet conception, si c'est le rôle du concepteur paysagiste que vous aurez désigné à l'AG, il va y avoir un rôle de concevoir, de piloter le projet d'aménagement à plusieurs échelles, en fait. Il va aussi traiter, aller chercher les besoins des bureaux d'études pour l'hydrologue, pour la géotechnique, un écologue, en suivant le besoin de votre projet. Il faudra fournir tous ces éléments-là pour savoir si, encore une fois, je le dis, il y a du potentiel, si le projet est viable et faisable. Voilà. Donc ça va être le rôle de la maîtrise d'œuvre. Il va évaluer le potentiel, un chiffrage potentiel au niveau financier du programme de travaux. Forcément, à ce niveau-là, encore une fois, on vous aidera à travailler sur le sujet et avec les acteurs, on sera entouré d'acteurs et ce professionnel-là qui sera désigné. On va pouvoir aussi vous livrer des listes de professionnels. Donc là, par rapport au diagnostic, à l'esquisse qui sera déjà été dessiné, on pourra aussi revenir, hein. Je veux dire, là, on le passe très vite, mais forcément, le rôle du concepteur, lui, de la maîtrise d'œuvre, il fait des allers-retours avec le conseil syndical. L'idée, elle est là, c'est qu'on puisse faire des réunions avec vous pour traiter tous les problèmes ou tous les freins et apporter des informations sur des points bloquants. Donc voilà la partie conception. L'idée, c'est d'aboutir aux travaux, bien sûr. Et pour l'objectif de la réalisation de travaux, avant tout, ça répond à votre question. On va faire en sorte de constituer un plan technique. Ce plan technique va vous permettre de vous amener un plan technique et en face de constituer en fait l'investissement du projet au niveau chiffrage, mais aussi en face, c'est aussi de se dire avec le dispositif d'aide qu'on va on va balayer ensemble tout à l'heure, c'est de constituer un plan de financement. Ce plan de financement, ça sera aussi d'avoir une idée reçue, enfin une véritable d'éléments d'information sur un reste à charge. Quel est mon reste à charge? Comment je le finance? Et voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan de financement face à ce plan technique qui soit avant, bien sûr, de voter les travaux. Donc tout ça, c'est notre rôle. On mène ce même concept d'accompagnement sur le volet énergétique et on va l'approprier aussi avec cette thématique-là. Donc, nous avons... Oui. oui. Alors là, c'était la partie focus sur le. On va répondre aux Oui. 3 questions Allez. juste après. Oui, savoir Et comment donc là, va pour l'instant, on fonctionner. finit juste la partie un peu Oui, présentation. Donc, allez. je le fais pour aller vite sur cette partie-là. C'est juste le fait on réinvente rien. Il y a déjà un outil qui existe en ligne. Il y aura un conseiller, une conseillère pour vous accompagner. Donc, il y a une plateforme pour centraliser les demandes et les étapes. Et le but, voilà, Oui, là, le but à terme, disiez, c'est voilà. d'avoir un plan de financement. Là, pour l'instant, on peut pas il y a trop de paramètres en jeu pour vous dire vous allez en avoir pour tant d'euros. Mais nous, le but, si j'arrivais directement, je fais une petite accélération sur un point. Nous, le but, c'est qu'on puisse arriver sur une forme de maquette
comme celle que vous pouvez voir ici, où là, on vous montre 2 exemples sur la rénovation énergétique, mais qu'en assemblée générale, vous ayez ça à proposer, une maquette avec un reste à charge à la fin. Et après, vous votez oui, vous votez non. Ça, on va pas voter à votre place, mais l'idée, c'est que vous ayez toutes les billes en main liées à un projet. Et donc voilà, et sachant qu'on va revenir maintenant un tout petit peu en arrière, les aides financières, en réalité, elles évoluent d'année en année. Donc c'est quand même pas, c'est là où on voulait pas passer l'essentiel de la présentation sur les aides financières. On va vous montrer une idée de ce qui existe pour l'instant, mais le danger, le risque, c'est de construire d'abord un projet pertinent qui réponde à de la participation de la copropriété ou de ceux qui sont intéressés dans la copropriété, et ensuite d'essayer de mettre le maximum d'aides financières en fonction de ce projet-là, et pas à l'inverse. Donc là, Oui, voilà, donc il y a parmi les dispositifs d'aide, il y a la métropole qui cible bien sûr les copropriétés de minimum de 5 lots situées sur la métropole, sachant que Aix-Marseille, sachant que notre dispositif, on ne l'a pas précisé, Coprop de pluie, est porté par la ville de Marseille. Donc pour les copropriétés pilotes, ça sera uniquement sur la ville de Marseille. Mais en revanche, cette aide-là, elle concerne sur la zone métropole Aix-Marseille-Provence. Bien sûr, les subventions seront portées pour eux, pour cet dispositif-là, sur le volet concertation, accompagnement, la maîtrise d'œuvre, donc sur le volet études, et sur les travaux. Donc, elle aura aussi, sur le volet concertation, vous voyez, elle peut être portée jusqu'à 750 € hors taxe par jour, plus un jour suivant la composition de la copropriété. La maîtrise d'œuvre, elle va être à 30% plafonnée à 2 500 €. À savoir aussi que là, la métropole a mis un bonus, 40%, 10% en plus pour des copros qui sont déjà engagés, ou alors ça me paraît un peu juste pour réaliser ce rêve-là avant le 31 décembre 2025, sachant qu'on vient de dire qu'une copropriété, c'est conditionné par des votes en AG. Donc forcément, je ne sais pas si on pourra aboutir à atteindre cette date-là, mais ça mérite d'exister. Donc les travaux aussi seront financés, voilà, à hauteur. Le département, lui, je le souligne, c'est le public cible, c'est des propriétaires occupants d'une résidence principale, mais en revanche, la nature des travaux, c'est pour l'acquisition et installation d'une cuve de récupération d'eau de pluie hors sol ou enterrée, et des installations des équipements en raccordement. Donc le taux de financement sera de la cuve hors sol à 25% de l'achat, de l'installation, dans une limite de 250 € par propriété, hein, et une cuve enterrée dans la limite de 2 000 € de subvention par propriété. Donc, à savoir que ce dispositif, c'est une seule subvention par résidence principale. Donc voilà, ça c'est juste pour la récupération d'eau de pluie, l'équipement. Quand vous dites par propriété, excusez-moi, c'est par lot d'une copropriété? Non, là non. Là, il faut. Dans le cas du département, Le cas des départements. c'est assez spécifique, mais là, c'est pour chaque lot lot d'habitation. Non. Là, il faut qu'on soit plus clair. Je crains que, enfin voilà, là, il faut savoir si on n'a pas eu la réponse. Donc, c'est pour ça que les aides le dispositif a été mis en route, mais cet élément de réponse, on l'a pas encore. Mais on parle plus de propriété individuelle que de copropriété. Donc ça, c'est pour les maisons alors plutôt. Voilà. On va aller chercher cette information-là parce qu'on l'a pas. D'accord. Mais c'est sûr Parce que 250 € de subvention par propriété, c'est que dalle en fait. Non, mais alors oui, là, on mais va. c'est une cuve, hein, c'est une cuve, voilà, c'est juste sur la cuve. On parle pas de désimperméabilisation. Là, c'est sur un équipement, hein. On est Oui, sur c'est le sujet. La cuve, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Bon, voilà. Donc sur ce sujet-là, il faut qu'on revienne sur une précision sur ce sujet, parce que j'avais posé la question et j'ai pas eu la réponse exacte. Donc sur ça, on le note.
et on reviendra vers vous pour avoir cette réponse-là. On va l'intégrer du D'accord. coup au support. Voilà, donc ça c'est pour l'équipement de la. Ensuite, on a l'agence de l'eau qui justement est en cours de délibération pour, là on vous a bien précisé que cette aide pour l'instant elle est éligible en 2024, mais on nous a précisé qu'il y avait une délibération qui était en cours pour le dispositif qui va être alloué pour 2025. Donc l'agence de l'eau, elle, bon, public cible, copropriété, ça c'est sûr. La nature des travaux, c'est sur l'étude, donc ça va être porté sur l'étude, l'analyse des sols, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur les travaux. Donc forcément, qui dit désimperméabilisation, c'est décaisser, c'est remettre, remanier le sol, le renaturer. Donc c'est terrassement, équipement, végétalisation. Et là, le dispositif d'aide, il est plafonné donc à 46 € hors taxe par mètre carré déconnecté. Donc ça veut dire, au plus vos surfaces sont déconnectées, plus c'est intéressant. Le taux d'aide, il va jusqu'à 50%. Un simple projet de désimperméabilisation sans ouvrance d'infiltration, ça veut dire que si vous décidez que votre cour ou vous avez envie de la désimperméabiliser parce que vous voulez mettre un revêtement plus joli de béton ou autre, ça ne sera pas possible. Voilà, c'est pas l'idée. L'idée, ça ne rentrera pas dans les enjeux d'infiltrer et de tous les enjeux qu'on a parlé tout le long de ce dispositif. Donc voilà pour les aides. Voilà ce que disait à terme, ça serait une maquette financière qui vous apporterait ces éléments-là pour justement avoir une information plus fluide et apporter embarquer plus l'adhésion des copropriétaires et avoir un moyen de communication avec les copropriétaires pour que tout le monde ait connaissance de leur investissement, de leur quote-part, de leur reste à charge. Donc ça, c'est un travail qu'on va mener avec vous dès lors que si vous vous inscrivez, vous candidatez au dispositif. Voilà, donc voilà, ça c'est un exemple type qu'on le mène sur l'investissement, sur la rénovation énergétique qui nous permet justement, dès lors qu'une copropriété est partie en rénovation énergétique, l'idée aussi, c'est si elle a rénové, elle a fait une isolation par l'extérieur de tout son bâti et que tout l'environnement est bitumé ou quoi, forcément, s'ils partent sur un projet de désimperméabilisation, il y a du bon sens aussi derrière, parce que quelque part, ça va favoriser l'îlot de fraîcheur et ça va favoriser tous les éléments qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, ça serait multiplier les co-bénéfices en fait, du projet. On va sûrement répondre à toutes les questions là. Il y en a pas mal. Donc, voilà, donc on peut revenir. Merci à vous de votre attention. Oui, merci. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide ou trop long. Et donc, dans les premières questions qui étaient posées, c'est quelles sont les copropriétés ciblées, plutôt celles en centre-ville. En fait, c'est là où aussi on a voulu laisser du temps aux copropriétés de s'inscrire, entre le mois de octobre et jusqu'à janvier. Et le but, c'est alors, il y aura un objectif de chiffre de la plus grande surface possible déconnectée. Bien sûr que ça va être un critère intéressant. Ensuite, s'il y a des opportunités d'avoir des copropriétés exemplaires type, c'est-à-dire une copropriété, par exemple, avec une cour intérieure en centre-ville, oui, ça peut être intéressant. Pour vous dire, il y a ce type de dispositif, il existe. Il a un exemple à Paris qui s'appelle CoproOasis, où là, ils ne sont pas sur des surfaces avec des parkings assez importantes, mais ils ont réussi à sortir déjà des projets au cours de la première année et demie, deuxième année. Et donc là, ça concerne des cours intérieurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères disqualifiants et la décision, elle va être prise de manière collégiale avec la ville de Marseille. C'est pas nous qui décidons seuls, puisque la ville de Marseille est porteur de ce dispositif, avec l'agence de l'eau également. Donc ça, c'était une question. Ensuite, il y a 2 mains qui sont levées, mais il y avait une autre question avant. Ces projets sont-ils réservés à la végétalisation, aussi aux récupérateurs d'eau de pluie? Donc ça, il me semble que ça a été répondu d'une certaine manière. On va
prendre les projets de manière le plus globale possible, donc Oui. à la fois récupération de pluie, désimperméabilisation, végétalisation. Ensuite, si vous arrivez juste avec une question de récupération de pluie, on va pas ne pas vous répondre. Oui, On communique sur les dispositifs qui existent, on Quel- réoriente ouais. réoriente sur les plateformes. Si vous nous dites que, par exemple, les plateformes ne fonctionnent pas, ben, c'est là où c'est aussi collégial. Le but, c'est qu'on puisse travailler avec le département, avec la métropole, sur leurs interfaces. Petit voilà, aparté, pour l'instant, l'interface de la ville de la métropole sur l'aide dont on a parlé, l'interface en ligne, elle n'existe pas encore. Elle va arriver en janvier-février. C'est là où il y a un travail de coordination qui là évolue en ce moment et donc qui est assez intéressant. Sauf que moi, je voudrais préciser aussi que peut-être la question sur la végétalisation, on est bien d'accord qu'une végétalisation en pied d'immeuble avec des jardinières, non, c'est pas le dispositif qui est présenté. C'est en premier désimperméabiliser justement pour favoriser cette infiltration d'eau de pluie de là où elle tombe. Donc quelque part, ce sera de la végétalisation à partir d'un décaissement, d'une désimperméabilisation. Ça, c'est vraiment la précision à apporter. Ok, on peut prendre les mains Pendant combien levées. d'années Alors, on avait qui dans l'ordre. Allez, Donc, on a Madame Gonnet. Ah, pardon. on vous remet le micro. Voilà, merci, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc moi je suis très motivée en tant que copropriétaire habitante et donc ça fait quelques semaines moi peut-être, dès que je trouve un copropriétaire, je lui en parle du projet. Donc j'ai diffusé le lien, enfin plutôt l'annonce de manière à ce que mes propriétaires soient présents et donc je pense qu'il n'y a personne. Il est clair que malgré ma motivation et les arguments quand même non négligeables que je pense que je devais quand même avoir, ça n'a pas fonctionné du tout. Personnellement, je ressens le besoin là maintenant d'avoir quelque part une fiche qui me permettrait de vendre le projet à mes copropriétaires. Une fiche résumée avec les avantages, mais vraiment très très courte. Voilà, quels sont les bénéfices? Alors ça va. Enfin, je veux pas faire moi, je peux le faire moi-même, mais je pense que ce sera mieux que ce soit un document estampillé à l'EC. Parfait, c'est une bonne idée. Et puis, alors, vous savez moi je travaille sur les leviers au changement de comportement et il y a un gros moteur, ça va être combien de pourcents la participation de blablabla ou la subvention de blablabla. Alors ça, si on nous donne de l'argent, c'est bien. Ça, c'est un grand moteur, un grand levier en fait pour n'importe quelle personne qui voudrait changer de comportement. Est-ce que vous pourriez en avoir au moins, donner au moins un range, une étendue du soutien financier qui va être donné, quoi? Pour C'est vrai l'instant, que... Ouais. Ouais. pour l'instant, nous, on a communiqué les chiffres qu'on avait. Donc là, il y avait par exemple 50% des travaux ou 50% ou 30% sur les études, sur la partie maîtrise d'œuvre ou 25% sur le récupérateur d'eau. D'accord. On communique ces chiffres et tout en vous disant que là, on est fin 2024. Il y a certaines aides qui ne sont pas encore publiées pour Ouais, 2025. tout à fait. Ok. Mais bien sûr, ce sera important d'avoir. C'est pour ça qu'on vous a montré un petit tableau. Nous, Oui. ce qu'on veut pouvoir montrer, effectivement, c'est ce taux de. Enfin, on n'en a pas parlé en pourcentage, mais c'est de ce coût global, ces subventions, ce reste à charge. Voilà. Et ça, il faut que Parfait. les gens puissent avoir effectivement cette vision pour. Cette vision-là, elle sera faite dans la partie préparation et encore une fois, on le redit, pendant Oui. le parcours qu'on vous a prévu. Le Mais parcours non. qu'on vous a. Ce qu'on peut vous dire, c'est que on peut vous permettre de candidater. Pour candidater, derrière, on peut faire un travail de concertation et avant de passer sur la conception, on accompagne les copropriétés depuis 10 ans et dès lors qu'il y a un accompagnement, forcément, si on ne peut pas forcer les gens à comprendre les aides. Des aides, aujourd'hui, on va parler des aides, mais face à quoi? Face à quel investissement? On ne pourra pas vous le dire, ça. Donc, quelque part, c'est des aides. Les aides que l'on vous parle, on n'a pas la notion de ce que ça va vous coûter aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que si vous candidatez, même là, si vous êtes dans cette partie préparation, la partie étape 1,
Après, ça ne veut pas dire que vous allez continuer si ça ne va pas, mais vous pouvez candidater pour vraiment vous apercevoir de tous ces éléments-là. Et on ne pourra pas justement, on ne pourra pas faire ce travail avant parce que, on pourra le faire dès lors que vous allez candidater. Donc Alors, si vous, sur moi, votre pardon, je vais devoir vous interrompre parce que vous ne répondez pas à mon problème qui est que je n'ai pas réussi, malgré mon travail et du temps que j'ai passé auprès de mes copropriétaires, je n'ai pas réussi à les mobiliser à venir. Donc, j'imagine qu'on ne va même pas arriver en phase 1. Je ne peux pas Alors, venir. Je peux pas venir, en fait, voilà. J'arrive pas à là-dessus, mobiliser. Si j'arrive pas à mobiliser au moins 2, 3 personnes qui ont pignon sur rue dans ma copro, et c'est ça que je vous demande. Est-ce que j'ai besoin d'accord. d'un support? Voilà. Alors là-dessus, en fait, c'est que oui, de toute façon, l'accompagnement en fait n'a pas débuté. non, Et effectivement, comme le disait Rosita, dans la partie, dans la partie des 2, 3 mois là, avant la sélection des copropriétés, il va y avoir cette prise de contact. Donc là, vous êtes l'interlocuteur principal pour l'instant de cette copropriété. Il va y avoir ce travail, enfin, sans être forcément légitime, sans être forcément conseil syndical ou gestionnaire. Mais le but, c'est justement là, dans ces quelques mois, où vous commencez, il y en a certains ont commencé à renseigner le formulaire qui est disponible en ligne sur la page CoPro depuis de l'ALEC, mais on va recommuniquer dessus. Certains ont commencé à donner leurs coordonnées et le but, ça va être là pendant 1, 2, 3 mois, maintenant un mois et demi, c'est de prendre contact avec quelques interlocuteurs, de répondre à des demandes. Là, par exemple, s'il faut faire un format A4 qui peut être diffusé sur un groupe WhatsApp ou par mail, ben oui, ça c'est là c'est le but, c'est de commencer à essayer d'identifier la capacité de la copropriété à répondre au projet parce que à terme, si dans un mois et demi, quand on vous contacte, là, je rentre un peu dans le détail de ce cas, mais qui était exemplaire, si on n'arrive pas si on arrive à avoir que vous, malgré des appels, malgré des mails, ben, on pourra rien de plus. oui. Ben voilà, c'est pour ça que moi j'ai besoin d'une information de marketing Hmm. Ouais, ouais. schématique pour Eh ben, convaincre en fait mes copropriétaires à venir. Parce qu'à partir du moment où on a un groupe de 3, 4, du coup, on peut continuer de contagionner nos copropriétaires. ça, Et c'est tant que je sûr. serai toute seule, moi j'ai besoin d'un support Tout à fait. simple. Et pour moi, les leviers principaux, c'est de toute façon, c'est souvent d'abord, il faut bien que chacun comprenne bien sûr l'objectif, qu'est-ce que ça Ouais. apporte comme Oui. bénéfice, ça c'est évident. Mais Comme- finalement, dans ce genre de situation, le deuxième levier principal, c'est combien on va me subventionner, parce que ça c'est très attracteur, c'est comme ça. Mais au moins d'avoir une étendue, en fait, que les gens se rendent compte, est-ce que c'est entre 50 et 60% du budget, même sans connaître Alors, en tout le cas, coût du sur projet. cette, enfin, désolé de vous couper, mais c'est aussi pour essayer de répondre à À d'autres toutes les questions, questions, oui. Ok, parce que là, j'arrête, ça mais en tout marche. cas, non, mais en tout cas, c'est une question importante. C'est important. On a répondu dans un premier temps et les Ok, échanges vont continuer là, ensuite par téléphone et Mm. par mail. ça On va marche. vous Et aider donc, il y avait une deuxième question on va de vous aider à vous répondre à tout ça. Monsieur Lours. Merci, Madame Bonnet. Alors, c'est moi qui ai cliqué réactif. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très Bonjour, bien. Monsieur l'ours. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, l'ALEC et la métropole. Donc, moi, j'habite une copropriété dans le centre-ville, boulevard Libération. Madame Amat connaît bien. On a des réflexions en ce moment sur la rénovation énergétique du bâtiment. Et on se posait la question avant qu'on ait connaissance de votre projet, on se posait déjà la question avec des nouveaux copropriétaires de quoi faire de notre cour. On a une cour d'environ 400 mètres carrés qui couvre 3 étages de parking, qui est complètement bitumé. Voilà, il n'y a pas de vie, il y a des voitures garées. Et voilà, nous, enfin, on aimerait bien faire quelque chose sur cette cour. Alors après, donc on n'est pas vraiment dans le cas d'une désimperméabilisation dans ce cas-là, parce que nous, on n'a pas trop envie que ça soit désimperméabilisé, parce que ça voudrait dire que l'eau tombe Mm. sur notre chaudière qui est toute neuve et sur les voitures qui sont garées. Donc, par contre, on est plutôt dans le créneau îlot de fraîcheur. Voilà, donc je sais pas. Donc, nous, on est assez motivés à faire un projet. Après, il faudrait savoir si c'est pertinent dans le cadre de cet appel à projet. Si on dépose un dossier ensemble, si vous pensez, nous, voilà, nous, on est intéressés à être pilote. Voilà. Donc, Ben, je trouve que chaque cas
peut devenir je veux dire un projet, puisque quelque part, là, même nous, justement, on va se munir d'expertise aussi pour identifier les projets. Et forcément, on prendra tous les critères. On va vous inviter à candidater sur le lien de copro de pluie, et on va étudier ce cas-là parce que bon, c'est hyper intéressant, et chaque cas peut peut-être aussi être aussi au final un retour d'expérience assez intéressant, parce que quelque part aussi, qui dit désépargnisation, ça veut dire, vous, c'est vraiment pas le cas, mais aussi dit des connexions d'eau de pluie qui va permettre de relier cette eau de pluie autrement à une récupération d'eau de pluie ou autre. Donc tout ça, ça sera étudié, mais je vous invite vraiment à candidater pour étudier votre cas, oui, tout à fait. On va le faire. Très bien. Juste pour Merci beaucoup. merci, mais juste pour bien comprendre, vous, c'est plutôt un cas de éventuellement en gros, c'est des parkings, c'est Des parkings qui recouvrent des parkings souterrains. des parkings souterrains, d'accord. Ok, donc C'est ça. on est plutôt sur une configuration de déconnexion, comme tu disais. Déconnexion. Déconnexion, on parle de déconnexion du réseau pluvial, réseau pluvial. donc avec éventuellement du stockage, éventuellement une toiture potentiellement végétalisée. Mais donc voilà, il y a ces solutions à étudier. Et comme on le disait, on fera en fonction du nombre de candidatures aussi qui existent, de la pertinence des projets. Mais on n'exclut pas le fait de travailler sur un type, comme un projet type comme celui-ci, si après il peut servir à d'autres copropriétés de faire un dossier par eux-mêmes, en prenant exemple sur vous, par exemple. Justement, on s'appuiera aussi sur des exemples peut-être à l'échelle de l'espace public, comme Céline Martin parlait tout à l'heure, et on croisera toutes ces infos-là. Hein. Ensuite, D'accord. il y avait une Merci. Merci, question oui. de Madame Martinelli. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est moi qui ai posé les questions sur les récupérations d'eau de pluie. J'arrive pas bien à comprendre toujours ce qu'il est possible de faire. Moi, je suis dans le 12e, une copropriété très verdoyante. Donc, moi, tout ce qui est végétalisation, tout ça, on n'est pas franchement concerné, malgré un grand parking. Par contre, là où votre réunion m'a beaucoup intéressée, c'est parce que, alors pas l'été dernier, mais celui d'avant, on a été frappé par l'interdiction d'arrosage, et on a des arbres qui ont crevé. Et donc moi, puisque il y a un réchauffement climatique prévu et on a été frappé de plein fouet, il y a beaucoup de copropriétaires de la copro qui ont été intéressés par la récupération des eaux de pluie. On a interrogé notre pas paysagiste, mais bref, le jardinier qui entretient la copro. Il nous a fait un tableau très très noir de ça. Donc moi, dans le cadre de cette réunion ce soir, j'aurais aimé savoir s'il y avait un espoir de quelque chose pour récupérer les eaux de pluie, pour venir arroser ne serait-ce que nos arbres, parce que finalement le gazon on s'en fout, le gazon ou les herbes folles. Mais plus les arbres. Moi, c'est les arbres qui me tirent souci, parce que dans le cadre de l'interdiction qu'il y a eu, pour moi, les arbres, côté climatique, on sait que c'est eux qui attirent l'humidité. Et donc, interdire d'arroser des arbres, pour moi, c'est une hérésie, quoi, quelque part. Voilà. Il y a une démarche qui va être, je veux dire, interrogée sur ces sujets. Mais comme on vous l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, nous, on travaille sur l'énergie. Donc, sur ces points-là, forcément, on est en train de se former aussi sur ces sujets-là. On s'appuie aussi sur les institutionnels qui travaillent sur ce sujet aussi. Donc, quelque part, on va aller chercher toutes les possibilités, parce que comme vous venez de le dire, avec du bon sens, forcément, continuer à pouvoir arroser l'eau de pluie, votre jardin et vos arbres grâce avec la récupération de pluie, ça a du sens. Et il y a des systèmes. En fait, je crois qu'Arnaud voulait préciser des éléments. Oui, enfin, là, ce que Rosita présente, c'est le fait que nous, on ne se prétend pas experts de la question de la gestion de l'eau de pluie. Par contre, ça, j'ai bien compris. Mais voilà, en tout cas, dans ce cas de ce dispositif, le but, c'est d'être entouré d'experts
Et quand on dit expert, c'est expert technique, mais est aussi expert sur le volet social, concertation, participation citoyenne. Puisque, en fait, ça a été dit, sous-entendu, un projet autour de l'eau, c'est moins classique qu'un projet autour de l'énergie. Du coup, ça nécessite parfois plus de temps. C'est pas juste on fait une isolation par l'extérieur, il y a telle aide financière. Parfois, ça va demander un temps de concertation. Et donc, voilà, là, en tout cas, nous, le but, c'est d'être entouré d'experts sur ces deux volets-là. Et dans le cadre, pour arriver à la réponse, on va pas avoir, nous, la réponse là en direct, mais dans le cadre d'un accompagnement, il y a le fait de pouvoir échanger avec un expert pour trouver les différentes solutions. Et si on en arrive à juste et à minima, ça sera juste de vous orienter sur le dispositif. Donc on a intérêt, moi département. c'est ça ma question, c'est Ouais. est-ce qu'on a intérêt à candidater? Alors, Oui, je vous voilà. donne un Alors, exemple, parce que quelque part, vous avez précisé de quelle manière était doté votre espace. Vous avez dit un parc, vous avez dit un parking qui est bitumé. Ben, justement, tout à l'heure, on a expliqué, le parking peut être aussi désimperméabilisé. Il peut avoir une solution, comme on en parlait avec Céline tout à l'heure, une solution de faire ruisseler l'eau de pluie et le récupérer. Cette eau de pluie elle peut être récupérée pour... ça, c'est un cas technique que je ne connais pas, mais il y a des possibilités Alors refaire. bon, est-ce que je candidate ou pas? Est-ce que je... Ah oui, la oui, bien sûr. réponse, Voilà, La réponse, parce que oui, Parce que parce voilà, que moi, ce que je voulais savoir, c'est si ça valait la peine que la copro candidate, à quoi ça l'engageait. oui, bah, c'est ça, c'est que j'allais euh, vous dire, en fait, de toute façon, l'inscription, elle est gratuite. oui, voilà. Et à ce stade, il n'y a pas d'engagement. Non. Là, on a eu une intervention juste avant d'une personne qui disait, ben voilà, moi, je ne représente pas ma copropriété. Est-ce que je candidate? J'arrive pas à les mobiliser. Ben, nous, pour l'instant, comme ce qui se passe sur les questions de l'énergie, c'est quand il y a une première question d'un copropriétaire, ben après, on remonte. D'accord. On remonte la pente, on essaye de petit à petit mobiliser des personnes intéressées, ou le conseil syndical, ou le gestionnaire de syndic, et de monter un projet pas à pas. Et c'est pour ça que, Rosita, tout à l'heure, tu parlais d'un projet qui se fait en moins d'un an. Enfin, ça te faisait sourire. Bah oui, c'est pas. Enfin, parfois, il y a des alignements magiques, mais là, le but, ça va être enfin, pour vous, en tout cas, c'est de candidater et de voir après au cas par cas ce qui est. Pour pouvoir explorer les solutions qui potentiellement existent. Parce que moi, c'est plutôt ça. Nous, on est en train de s'engager dans une lourde rénovation énergétique. Une copropriété que j'accompagne, c'est ça? Je crois, oui, Contenord. D'accord, ok, parfait. Et c'est très bien. Et ça a du sens derrière aussi ouais, mais bon, enfin, de je suis pas traiter. sûre qu'il soit d'accord pour allonger encore un peu plein de sous, Tout quoi. à fait, j'entends. Donc, mais c'est surtout parce que voilà, on se pose des questions et on n'a pas trop de réponses, quoi. On ne sait pas quoi Oui. dire. Moi, c'est Et voilà. voilà, donc, sur ce sujet-là, on apportera des précisions et dites toujours aussi préciser que c'est pas un engagement. D'accord, merci. Voilà, merci madame. Merci. Ok, il me semble qu'il y a plus de questions directes. Si, il y avait une demande. Après, donc là, dans le calendrier, dans l'idée, à partir du moment où vous candidatez sur donc sur la page en ligne, nous, on revient vous contacter, on essaie de caractériser un projet, voir quelles seraient les limites. Par exemple, vous n'arrivez pas à mobiliser d'autres copropriétaires, voir les différentes opportunités, et le niveau d'engagement potentiel de la copropriété, des taux d'endettement. Il y a un certain nombre de paramètres à regarder pour ensuite essayer de vous dire qu'on s'engage dans un accompagnement autour du mois de janvier-février, à partir du mois de janvier-février. Et là, à court terme, on va vous envoyer ensuite le support et il y aura un enregistrement du webinaire que vous pourrez passer en accéléré si vous le souhaitez. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous avez d'autres questions? On est encore là quelques minutes à vous écouter. À part, il y avait juste une question sur le goudron là, qui a été répondue. Oui. Voilà. Pour une anecdote, pour refaire le goudron, justement, on a une copropriété qui souhaite faire ça et quand on a proposé notre dispositif,
Pour eux, ils disaient: «Mais non, nous, on va refaire le goudron», mais ils le font tous les 2 ans, donc et on a un peu évalué avec eux, le coût que les charges que ça leur coûtait quoi, en fait, de refaire tous les 2 ans le goudron et le bitume. Bah, finalement, c'est vrai que c'est moins intéressant ce serait plus intéressant de partir sur un projet de renaturer l'espace ou de trouver une autre solution que de goudronner, voilà. Et donc, on avait effectivement une remarque. Là, ça peut être, si vous êtes en train de refaire un goudron d'un parking, bah, ça peut être aussi une occasion de candidater, puisque là, c'est C'est très, très une large comme occasion de réflexion. voir un peu les différentes solutions. Bien sûr, il existe des bitumes poreux, mais il y a peut-être aussi des aménagements à faire à cette même occasion et d'aller venir chercher des aides financières pour si vous trouvez des aménagements qui sont subventionnables. Donc voilà, on en est Et à on a cette ces étape. questions. Eh ben, merci en tout cas de vous être connecté, intéressé à ce sujet et on espère potentiellement pouvoir vous accompagner ou juste vous réorienter par la suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous envoyez le lien pour candidater, du coup, Oui, voilà. aux personnes présentes? Oui, voilà. Parfait, parfait, parfait. On Merci. définit tout ça. Merci Bonne soirée, Céline. merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il risque d'avoir des Mm. personnes qui nous écoutaient de loin. Et ben, sinon, on se recontacte demain ou prochainement. Ça marche. Ok. Et en tout cas, ben, merci. Merci en tout cas. Merci. Ouais. À bientôt. Merci À Céline. bientôt. Au revoir. Merci Au Francis revoir. d'être là aussi. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais me permettre de vous poser une question? Allez-y. J'ai eu du mal à me connecter, déjà parce que je travaillais jusqu'à 18h et puis ensuite Ok. j'ai eu du mal à me connecter, j'ai été déconnectée, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas pu, Eh ben, je n'ai vous pas allez pu recevoir suivre. vous allez recevoir la présentation et un lien pour regarder ce webinaire en ligne. Mm. Hein. Vous Et êtes il y a quand même copropriétaire, une c'est ça? question. Oui. Je suis copropriétaire, oui, mais il y a une question que je me posais, quelque chose de tout simple, mais je ne sais pas du tout si ça concerne vos attributions ou pas. C'est que j'habite, enfin, j'ai un logement dans un boulevard, et dans ce boulevard-là, il y a des espaces pour les arbres. Il y en a un qui a été planté, donc il pousse, et sur l'autre emplacement, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que l'on pourrait faire de notre côté pour que la ville plante un nouvel arbre sur sur le trottoir où il y avait un arbre qui a été coupé? Alors là, moi, je vous dirais de contacter la mairie de secteur. Si vous êtes Oui. dans Marseille, il y a une mairie de secteur, puisque Oui. là-dessus, nous, sur l'espace public, là-dessus, on va être totalement, on va pas avoir d'informations pertinentes pour vous. C'est vraiment la mairie de secteur qui va décider, qui a peut-être déjà un projet pour cette zone-là, mais que ce soit les déchets ou la gestion des déchets ou ces questions-là, c'est plutôt auprès des mairies de secteur qu'il faut au moins poser la question. D'accord, bien, je vous Ou remercie. des comités de quartier, mais ça, c'est plus difficile à trouver, je sais. Ok, D'accord, merci beaucoup. ça marche. Merci madame. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.